Pierre Méhaignerie, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous pensé du débat de la semaine dernière interne à l'UMP sur les 35 heures? Il était utile ou pas? Débat utile, mais faut-il le poser lorsqu'il n'y a pas de solution à court terme? Donc en disant ça, vous répondez un petit peu non, c'était pas le moment de poser cette question-là. Il y a plus, lorsqu'on pose une question, il faut essayer déjà de donner des réponses. Or, les réponses aujourd'hui sont possibles dans le secteur public, parce que ça a été très coûteux le passage aux 35 heures. Dans le secteur privé, les entreprises se sont adaptées. Donc s'il y avait une réforme à faire, ça serait plutôt dans le secteur public, ce qui n'est pas dit aujourd'hui, plutôt que dans le privé. Exactement. L'emploi des jeunes est donné par le gouvernement comme étant la priorité cette année. Mais est-ce que vous estimez qu'un énième plan de réforme de l'apprentissage ou de la formation par alternance permettra de venir à bout de ce cancer? Non, mais une mobilisation plus importante des entreprises et du secteur public, d'ailleurs, est largement possible. Je prends un seul exemple. La retraite à 60 ans ne va pas être possible pour tous les salariés. Des entreprises peuvent utiliser le tutorat pour encadrer des jeunes et être aidées par le fonds de mutualisation que nous avons mis en place. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux ont prévu de parler de cette question-là dans leurs négociations sur l'emploi des jeunes. Je pense que c'est vital parce que beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur industriel, auront du mal dans les prochaines années à trouver des salariés et des jeunes pour remplacer ceux qui vont partir à la retraite. Et je rappelle que le nombre de départs à la retraite va passer de 550 000 à 700 000 départs par an. Était-il utile, selon vous, de poser la question de l'embauche à vie des fonctionnaires à quelques jours de l'ouverture d'une négociation sur la précarité dans la fonction publique? Le débat est important, mais là encore, la perception du débat au moment où d'autres problèmes doivent être résolus n'est pas sur le plan politique très efficace. Donc il ne fallait pas le poser. Donc il ne fallait pas le poser, ce n'est pas le moment. D'accord. Faut-il revoir, selon vous, les conditions d'éligibilité au RSA jeune, et si oui, comment? Moi, je suis très prudent, très méfiant sur le RSA jeune. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux travailler par l'intermédiaire des stages, des entreprises ou de l'insertion professionnelle. Dire comme perspective à 18 ans, c'est le revenu de solidarité active, je ne suis pas sûr. Si, il y a une autre solution. Dans le cadre de la discussion sur la convention d'assurance chômage, je crois qu'il y a des redéploiements possibles. La France est le seul pays à offrir 23 mois sans dégressivité pour des cadres jusqu'à 5 800 € par mois. Cela n'existe dans aucun pays. C'est trop? C'est trop. C'est trop et trop long. Parce que ça ne facilite pas la reprise du travail. Une partie de ces moyens financiers pourrait être redéployée vers les jeunes. D'accord. Mais donc vous pensez qu'il faut limiter le montant des allocations chômage et leur durée? La France est championne des prestations sociales, 24 prestations entre la naissance et la mort. Je ne crois pas que la lutte contre les inégalités, c'est l'augmentation des prestations. La lutte contre les inégalités, c'est d'abord l'emploi, c'est-à-dire la compétitivité des entreprises. Et la solidarité, c'est aussi la solidarité entre générations. Et donc, c'est la réduction des déficits. Voilà les deux priorités de lutte contre les inégalités. Il y en a une troisième, c'est la réforme fiscale. Parce qu'il y a des rémunérations indécentes et choquantes aujourd'hui qui doivent être corrigées. Le salaire maximum. Parce qu'on a posé comme débat comme étant le salaire maximum ces derniers jours. Le salaire maximum, non, ça voudrait dire que c'est une décision étatique. La fiscalité est un élément de redistribution des richesses. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'instauration d'une TVA sociale ou anti-délocalisation en 2012 en contrepartie d'allègement de charges sur les salaires? Non. Non, parce que passer au-delà de 20% de TVA, outre que cela pourrait porter atteinte au pouvoir d'achat, et au pouvoir d'achat de ceux qui ont le moins, le deuxième inconvénient, c'est qu'au-dessus de 20%, le risque de contournement de la TVA dans un pays quand même qui n'a pas nécessairement le civisme des pays scandinaves, risquait de ne pas apporter les recettes supplémentaires que l'on attend. Moi, je crois que dans la maîtrise des dépenses publiques et dans la fiscalité, il y a d'autres moyens de réduire les déficits. Alors, le Premier ministre veut revoir cette année les règles de représentativité patronale, mais le MEDEF ne semble pas vraiment décidé à ouvrir ce chantier. Est-ce que le gouvernement, selon vous, doit légiférer dès cette année sur cette question
pour que les syndicats et le patronat aient leur représentativité qui soit basée sur l'élection? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous avez envie de déposer une proposition de loi? Moi, dès qu'on me dit légiférer, 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 je suis extrêmement réservé parce que nous multiplions les carcans dans la société française. Il vaut mieux libérer les initiatives et faire appel à la responsabilité plutôt que de légiférer. Enfin là, vous voyez que le patronat n'a absolument aucune envie d'ouvrir ce chantier. Donc si lui ne le fait pas, personne ne le fera. Oui, mais faut-il passer par la voie législative? Personnellement, je pense que nous avons assez de textes dans l'année à venir. Alors c'est peut-être un débat après 2012. Donc c'est pas une priorité? Non, compte tenu du poids des réformes et des textes législatifs à venir. En matière sociale, vous êtes plutôt Jean-François Copé ou Xavier Bertrand? Oh, je ne choisis pas entre les deux. Moi, je suis un social-libéral. Je pense qu'il faut vraiment joindre progrès économique et progrès social. Donc vous êtes et Copé et Bertrand? Si vous voulez. Et puis aussi, pourquoi pas, et Delors. Pourquoi pas, ouais. Vitré a été l'un des bassins pilotes en 2006 sur le contrat de transition professionnelle. Aujourd'hui, le président de la République veut le généraliser à l'ensemble des licenciés économiques. Mais ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux plutôt prévoir de mettre la mise en place de nouveaux programmes d'accompagnement qui soient plutôt fonction des distances de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi? Moi, je crois beaucoup au contrat de transition professionnelle parce que la sécurisation des parcours professionnels, c'est vraiment une nouvelle étape de progrès social. Et qui paye les frais des mutations aujourd'hui? Essentiellement les ouvriers. Et quand vous constatez que 44% des salariés se sentent menacés dans leur travail, il y a là une sécurité à apporter. Donc tout élargissement du contrat de transition professionnelle exigera des moyens, mais des redéploiements de l'ensemble du budget de 600 milliards du modèle social français est largement possible. Donc moi je suis très attaché au message de la sécurisation des parcours professionnels. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas l'étendre à d'autres licenciés, d'autres salariés? Essentiellement à tous les licenciés économiques. Ouais, mais ça veut dire que dans ce cas-là, on exclut tous ceux qui sont en fin de CDD, en fin de mission d'intérim, tous ceux même qui sont démissionnaires, qui peuvent parfois avoir été poussés à le faire. Je crois que le problème n'est pas le même. Je rappelle qu'en matière d'intérim, il y a aussi des choix personnels. Et c'est souvent les points de départ. Par contre, lorsque vous êtes dans une entreprise depuis 8 ans, depuis 5 ans, depuis 12 ans, depuis 15 ans, et que vous avez tout d'un coup une rupture de votre contrat de travail, que vous pouvez comprendre, parce que l'économie s'adapte, je pense que la société doit être solidaire et le contrat de transition professionnelle et la sécurisation des parcours professionnels est un élément clé. En matière de financement de dépendance, vous êtes plutôt recours sur succession ou système d'assurance obligatoire? La question est brutale. Je pense que moi, je veux d'abord un débat dans le pays et je ne veux pas bloquer le débat actuel. Mais il est vrai qu'après la réduction forte des droits de succession, il y a un problème de solidarité familiale. Et on ne peut pas, pour des revenus importants, faire en sorte que toute la responsabilité soit collective. Donc on pourrait croire dans votre réponse que le recours sur succession, pour vous, ne serait pas une idiotie pour financer la dépendance des personnes âgées. À moins de réexaminer les conditions des droits de succession. Dernière question, vous êtes député depuis 37 ans, maire depuis 33, vous avez été ministre de l'Agriculture, de l'Équipement, garde des Sceaux. D'aucuns considèrent qu'à votre âge aujourd'hui, vous avez largement mérité votre retraite. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est programmé? Et si oui, comment vous vous voyez à la retraite? Est-ce que vous ferez encore de la politique? Comment vous vous imaginez? J'imagine une retraite très active. Il y a tellement de moyens de bénévolat et puis l'expérience peut apporter quand même à la société. Cela dit, je rappelle qu'en 38 ans de vie parlementaire, mes électeurs m'ont toujours élu au premier tour. Ouais. C'est suffisamment rare pour dire leur attachement et mon attachement aux électeurs. Et ils ont pu voir la transformation d'un bassin d'emploi. Et je dis souvent qu'une société meilleure se construit d'abord localement. Donc ça veut dire que lorsque vous quitterez vos fonctions nationales de député, vous vous recentrerez beaucoup plus sur vos fonctions locales? Oui. Ouais. Oui, parce que je pense que c'est là, les fonctions locales, où nous pouvons le mieux concrétiser les rêves de nos compatriotes.
Pierre Manieri, merci d'avoir répondu à cette interview Chanter Soso 2011 pour les Dessous du Social.